Un millionnaire monte dans un bus ordinaire et à sa grande surprise, il trouve 3 enfants abandonnés, dormant à l'arrière du véhicule. Ils étaient sales, affamés et seuls au monde. La scène lui brise le cœur. Mais ce qu'il fait ensuite est tout simplement incroyable. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La nuit glaciale à Paris semblait encore plus froide dans le bus qui traversait les rues du centre-ville. Olivier Durand, PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, ajusta son écharpe et s'enfonça davantage dans le siège dur du transport public. Ce n'était pas sa routine habituelle. Les limousines et les chauffeurs privés faisaient partie de son quotidien depuis si longtemps qu'il se souvenait à peine de la dernière fois qu'il avait pris un bus. Le véhicule était pratiquement vide à cette heure-là. Seuls quelques passagers épars somnolaient ou regardaient distraitement par la fenêtre, inconscients de la présence du millionnaire parmi eux. Olivier observait la ville avec un regard différent. Les lumières des réverbères, les gens pressés sur les trottoirs, les vitrines encore illuminées des magasins. C'était comme s'il redécouvrait Paris. C'est alors qu'un mouvement au fond du bus attira son attention. Une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 12 ans, essayait d'arranger 2 petits paquets dans ses bras. En s'approchant un peu, plus Olivier réalisa qu'il s'agissait de bébés, profondément endormis, enveloppés dans des couvertures trop fines pour cette température. La fillette avait de grands yeux attentifs, qui semblaient apporter une sagesse au-delà de son âge. Sur ses genoux, outre les bébés, il y avait un ours en peluche usé avec des taches et des reprises, mais qu'elle tenait avec un soin particulier. Ses cheveux sombres étaient attachés en une tresse mal faite, et ses vêtements, bien que propres, montrèrent des signes évidents d'usure prolongée. Olivier sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. En 20 ans à la tête de l'une des plus grandes entreprises du pays, il avait appris à prendre des décisions difficiles, sans sourciller. Mais là, face à cette scène, toute son expérience en gestion et en leadership semblait insignifiante. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, s'approchant prudemment pour ne pas les effrayer. La fillette leva les yeux, méfiante. Elle ne répondit pas immédiatement, analysant Olivier de la tête aux pieds. Son regard était un mélange de peur et de détermination. « On se repose juste un peu », répondit-elle finalement, sa voix basse mais ferme. « On va bientôt descendre. » L'un des bébés bougea, gémissant, et elle commença immédiatement à le bercer avec une délicatesse surprenante. L'ours en peluche glissa un peu, et elle le réajusta avec le même soin qu'elle accordait à ses frères et sœurs. « Il fait trop froid pour que vous restiez dehors », commenta Olivier, enlevant sa propre écharpe et la lui offrant. « Laissez-moi. »« Vous aider, nous n'avons pas besoin d'aide, » répondit-elle rapidement. Mais ses yeux trahirent son affirmation en se fixant sur l'écharpe chaude. Olivier comprit qu'il aurait besoin d'une approche différente. Des années de négociation lui avaient appris à lire les gens, et cette petite fille, malgré son jeune âge, avait érigé de hauts murs autour d'elle. « Je m'appelle Olivier », se présenta-t-il, s'asseyant sur le siège face au sien. « Et j'avoue que j'ai un problème. J'ai une grande maison avec plusieurs chambres vides et une cuisinière qui se plaint toujours que je prends trop peu de repas à la maison. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?» La fillette fronça les sourcils, confuse par cette approche inhabituelle. Un petit sourire menaça d'apparaître au coin de ses lèvres, mais elle le contint. « Pourquoi un homme riche comme vous prend-il le bus ?» demanda-t-elle, faisant preuve d'une perspicacité qui surprit Olivier. « Parfois, nous devons voir le monde d'une perspective différente, » répondit-il, honnêtement. « Comment savez-vous que je suis riche ?»« Votre montre, » indiqua-t-elle d'un signe du menton. « Elle est identique à celles qui apparaissent dans ces magazines de luxe qu'on trouve dans les kiosques. » Olivier regarda sa Patek Philippe comme s'il la voyait pour la première fois. La petite fille était plus observatrice qu'il ne l'imaginait. Le bus s'arrêta brusquement et l'un des bébés se réveilla, commençant à pleurer. La fillette commença immédiatement à le bercer, fredonnant doucement une mélodie qu'Olivier ne reconnut pas. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Elle hésita un moment comme si elle pesait les risques de partager cette information. « Amélie » répondit-elle finalement. « Mais tout le monde m'appelle Mimi, et voici Lucas. » Et Sophie. Olivier remarqua qu'elle serra un peu plus l'ours en peluche en disant les noms de ses frères et sœurs, comme si la peluche était une source de courage. Le soleil n'était pas encore levé
lorsque la limousine d'Olivier se gara devant sa propriété à Neuilly-sur-Seine. Amélie, assise sur le siège arrière avec ses frères et sœurs endormis, observait tout avec un mélange de fascination et d'appréhension. L'ours en peluche restait fermement tenu dans ses bras, comme une ancre au milieu de tant de changements. « Madame Moreau » appela Olivier dès qu'ils entrèrent, et une femme d'âge moyen apparut à la porte de la cuisine, portant encore son tablier. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les enfants, mais des années de discrétion professionnelle l'empêchèrent de poser des questions. « Oui, monsieur Olivier ? Nous avons besoin de préparer 3 chambres, et les enfants ont besoin d'un. Petit déjeuner copieux. Pouvez-vous vous en occuper ? » « Bien sûr, monsieur. Je vais commencer tout de suite, » répondit-elle, se déplaçant déjà efficacement dans la cuisine. Amélie restait silencieuse, ses yeux parcourant chaque détail de la maison. Les murs hauts, les tableaux coûteux, les meubles élégants, tout semblait sortir d'un autre monde, un monde qu'elle ne connaissait qu'à travers les vitrines des magasins du centre-ville. « Vous devez être épuisé, » dit Olivier, les guidant. « Vers l'une des suites pour invités. Vous pouvez vous reposer ici pour le moment. Madame Moreau apportera le petit déjeuner dès qu'il sera prêt. » La chambre était plus grande que n'importe quel endroit où Amélie avait dormi. Un lit king-size dominait l'espace, et des rideaux lourds bloquaient la lumière qui commençait à naître dehors. Elle plaça soigneusement son frère et sa sœur sur le lit, s'assurant qu'ils étaient bien au chaud. « Il y a une salle de bain là-bas. » Olivier indiqua une porte. « Et cette armoire doit contenir des serviettes propres. Faites comme chez vous. » Amélie acquiesça mais ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur Olivier, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme particulièrement complexe. « Pourquoi ? »« Faites-vous cela ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Olivier s'arrêta à la porte, considérant la question. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas complètement lui-même? Parfois, Mimi, la vie nous place à certains endroits pour une raison, répondit-il, choisissant ses mots avec soin. Aujourd'hui, pour une raison quelconque, j'ai décidé de prendre ce bus. Et je vous ai trouvé. Je ne peux pas simplement ignorer cela. La fillette continuait à l'observer, mais quelque chose dans son regard changea subtilement. Une petite barrière sembla se dissoudre. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-elle, surprenant Olivier par cette question directe. « Non, » répondit-il, avec une touche de mélancolie dans sa voix. « J'ai toujours été très concentré sur mon travail. Je n'ai jamais trouvé le temps de fonder une famille. » Amélie serra son ours en peluche plus fort, comme si elle traitait cette information. « Cet ours, commença-t-elle hésitante, il était à ma mère. Elle me l'a donné avant de partir. Elle m'a dit qu'il l'avait toujours protégé et qu'il me protégerait aussi maintenant. » Olivier sentit son cœur se serrer. Il y avait tant de poids dans ses mots, tant d'histoires non racontées. « Il a fait un excellent travail jusqu'à présent, » commenta-t-il doucement. « Il t'a protégé, toi, mais aussi ton frère et ta sœur. » Une larme solitaire coula sur le visage d'Amélie, mais elle l'essuya rapidement du dos de sa main. L'odeur de café et de pain frais commençait à envahir la chambre, et les bébés remusèrent sur le lit, commençant à se réveiller. « Je vais vous laisser vous reposer, » dit Olivier, se dirigeant vers la porte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Madame Moreau sera toujours dans les parages. » Alors qu'il était sur le point de sortir, la voix d'Amélie le retint une fois de plus. « Monsieur Olivier ?» Il se retourna, rencontrant ses grands yeux expressifs. « Merci, dit-elle simplement, mais il y avait tout un monde de signification dans ce seul mot. » Olivier sentit quelque chose changer en lui. À cet instant, il réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Ses 3 enfants, pour une raison inexplicable du destin, avaient croisé son chemin, et il savait, avec une certitude qu'il ne pouvait expliquer, qu'il devait les protéger. Par un après-midi pluvieux de samedi, alors que les jumeaux dormaient sous les soins de Madame Moreau, Amélie explorait la propriété avec la curiosité propre à son âge. Olivier la trouva dans le couloir du 2e étage, regardant avec intrigue la porte qui menait au grenier. « Il y a beaucoup de choses intéressantes là-haut » demanda-t-elle, sa curiosité évidente dans sa voix. Olivier hésita un moment. Le grenier gardait des souvenirs de toute sa vie, y compris des parties de son passé qu'il essayait d'oublier depuis longtemps. Mais quelque chose dans le regard curieux d'Amélie le fit changer d'avis. « Pourquoi ne découvririons-nous pas ensemble ?» suggéra-t-il, prenant la clé qu'il portait toujours sur lui.
Le grenier était un espace vaste, éclairé par quelques fenêtres hautes. Des boîtes organisées occupaient les étagères, chacune soigneusement étiquetée avec des dates et des descriptions. Amélie marchait entre elles avec révérence, comme si elle était dans un musée. « Qu'est-ce que toutes ces choses ?» demanda-t-elle, passant délicatement ses doigts sur une boîte particulièrement ancienne. « Des souvenirs !» répondit Olivier. Sa voix douce. « Chaque boîte raconte une partie de mon histoire. » Amélie s'arrêta devant une photographie encadrée qui était appuyée contre l'un des murs. Elle montrait une femme âgée, souriante, à côté d'un garçon qu'elle reconnut immédiatement, comme une version plus jeune d'Olivier. « Qui est-elle » demanda-t-elle, remarquant comment le visage d'Olivier s'adoucit en voyant l'image. « Madame Claire » répondit-il, prenant le cadre avec soin. « Elle m'a sauvé. » Amélie attendit en silence, sentant qu'elle était sur le point d'entendre quelque chose d'important. Olivier s'assit sur un vieux coffre, l'invitant à s'asseoir à ses côtés. « Quand j'avais à peu près ton âge, me commença-t-il, je vivais dans les rues. Mes parents, eh bien, ils ne pouvaient pas s'occuper de moi. Madame Claire m'a trouvé en train de dormir devant sa boutique par une nuit d'hiver. Au lieu de me chasser, elle m'a emmené chez elle. » Amélie serra son ours en peluche plus fort, ses yeux fixés sur Olivier. Elle était une institutrice à la retraite, vivait seule. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle avait un cœur immense. Elle m'a donné un foyer, une éducation, de l'amour. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le lui dois. Olivier ouvrit l'une des boîtes proches, en sortant un petit cahier usé. C'était mon premier cahier d'école. Madame Claire passait des heures à m'aider avec mes devoirs, même après une journée entière à travailler dans sa petite confiserie. Amélie prit le cahier avec un soin révérentiel, feuilletant les pages jaunies avec des exercices de mathématiques et de français, des corrections en rouge faites d'une écriture soignée. « Qu'est-il arrivé à elle ?» demanda-t-elle doucement. « Elle est partie quand j'étais à l'université », répondit Olivier les yeux embués. « Mais avant, elle a insisté pour me voir diplômé, employé, bien engagé dans la vie. Sa dernière volonté était que je n'oublie jamais d'où je venais et que j'aide toujours ceux qui en avaient besoin, comme elle m'avait aidé. » Un coup de tonnerre retentit au loin, faisant légèrement sursauter Amélie. Olivier remarqua qu'elle tremblait, non pas de peur du bruit, mais d'émotion contenue. « Sais-tu pourquoi j'ai décidé de prendre ce bus cette nuit-là » demanda-t-il, surprenant Amélie par ce changement de sujet. Elle secoua négativement la tête. C'était l'anniversaire de Madame Claire. Chaque année, ce jour-là, j'essaie de faire quelque chose qu'elle aurait fait, quelque chose pour honorer sa mémoire. Des larmes silencieuses coulaient maintenant sur le visage d'Amélie. Elle regarda son ours en peluche, puis la photo de Madame Claire. « Ma mère disait aussi qu'il faut toujours aider les autres, » murmura-t-elle, « même quand on n'a pas grand-chose à donner. » Olivier sentit son cœur se serrer. Là, dans ce grenier poussiéreux, entre des boîtes de vieux souvenirs, un nouveau lien se formait. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme d'affaires prospère, aidant 3 enfants dans le besoin. C'était le cycle de l'amour et des soins qui se répétait, passant de Madame Claire à Olivier, d'Olivier à Amélie et ses frères et sœurs. La matinée commença comme n'importe quelle autre dans la demeure. Madame Moreau préparait le petit déjeuner, tandis qu'Amélie aidait les jumeaux avec leur première cuillerée de bouillie. Olivier, déjà habillé pour le travail, souriait en observant la scène familiale qui était devenue sa nouvelle réalité. C'est alors que l'interphone sonna. Le gardien du portail, normalement calme et professionnel, semblait nerveux. « Monsieur Olivier, il y a un homme ici. Il exige de voir les enfants. Il dit qu'il est leur père. » Le sang d'Amélie se glaça en entendant ces mots. La bouillie qu'elle donnait à Sophie tomba de la cuillère, tachant la nappe. Ses yeux, toujours si expressifs, se remplirent de panique. « Ne le laissez pas entrer, » murmura-t-elle, serrant instinctivement son frère et sa sœur contre elle. « S'il vous plaît, ne le laissez pas s'approcher de nous. » Olivier posa sa tasse de café sur la table avec un calme qu'il ne ressentait pas. Des années d'expérience dans des situations de crise dans le monde des affaires l'aidèrent à garder son sang-froid, même avec le cœur battant. « Georges, » dit-il à l'interphone, sa voix ferme, « ne le laissez pas entrer. S'il insiste, appelez. La police. » Les cris commencèrent à résonner de l'extérieur. Des mots de haine et des menaces traversaient les murs de la propriété. Madame Moreau emmena rapidement les jumeaux dans la chambre la plus éloignée de l'entrée, tandis qu'Amélie restait paralysée, agrippée à son ours en peluche. « Il va nous emmener »
murmura-t-elle, tremblante. Il a toujours dit qu'il nous retrouverait, peu importe où nous serions. Olivier s'agenouilla devant elle, tenant ses petites mains entre les siennes. Tu te souviens de la promesse que j'ai faite? Personne ne vous fera de mal, ou ne vous séparera. Fais-moi confiance. Les yeux d'Amélie rencontrèrent les siens, cherchant la sécurité dont elle avait tant besoin à ce moment-là. Le bruit d'une voiture de police qui s'approchait brisa le silence tendu qui s'était installé. « Allons rejoindre ton frère et ta sœur », suggéra doucement Olivier. « Madame Moreau doit avoir besoin d'aide avec eux. » Alors qu'ils marchèrent dans le couloir, Amélie commença à parler, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Il a changé après que maman soit partie. Au début, il était juste triste, pleurant, dans son coin. Puis il a commencé à devenir violent, cassant les objets de la maison. Un jour, elle hésita, serrant l'ours plus fort contre sa poitrine. Un jour, il a essayé de faire du mal à Lucas. Il a dit que les bébés donnaient trop de travail, qu'il n'en pouvait plus des pleurs. C'est alors que j'ai décidé qu'il fallait qu'on s'enfuit. » Olivier sentit son cœur se serrer. Le courage de cette fillette de 12 ans, fuyant pour protéger son frère et sa sœur, était quelque chose qui le laissait sans voix. Dans la chambre, Madame Moreau berçait les jumeaux, qui semblaient sentir la tension dans l'air. Sophie gémissait doucement, tandis que Lucas observait tout avec de grands yeux. « Vous avez un bon avocat ?» demanda soudainement Amélie, surprenant Olivier par sa perspicacité. « J'ai les meilleurs », répondit-il, commençant à comprendre où elle voulait en venir. « Vous en aurez besoin, dit-elle avec une sagesse au-delà de son âge. Il n'abandonnera pas facilement, pas après nous avoir retrouvés. » Olivier observa cette fillette qui, même effrayée, pensait stratégiquement à la situation. Elle avait raison, la bataille à venir serait difficile, mais il était prêt à se battre de toutes ses forces. « Mimi, » appela-t-il doucement, « j'ai besoin que tu me racontes tout, chaque détail de ce qui s'est passé quand vous viviez avec lui. Je sais que c'est difficile, mais ça nous aidera à vous protéger. » Elle acquiesça lentement, s'asseyant au bord du lit. Madame Moreau emmena discrètement les jumeaux dans la chambre voisine, leur donnant de l'intimité. « Ça a commencé par de petites choses », commença Amélie, sa voix tremblante mais déterminée. « Il oubliait d'acheter de la nourriture, de payer les factures. Puis sont venus les cris, les menaces. Maman disait toujours qu'il fallait être fort, qu'un jour tout s'améliorerait. Mais après son départ... » Olivier écoutait attentivement, chaque mot d'Amélie construisant le dossier qu'il présenterait à ses avocats. La bataille pour la garde des enfants ne faisait que commencer, et il devait être préparé. Le cabinet d'avocats occupait tout. Le dernier étage d'un immeuble imposant dans le centre de Paris. Maître Hélène Martinez, l'une des avocates les plus respectées dans le domaine du droit de la famille, écoutait attentivement, tandis qu'Olivier exposait la situation. Ses yeux expérimentés se tournaient occasionnellement vers Amélie, qui restait assise dans un fauteuil proche, serrée contre son inséparable ours en peluche. « La situation est délicate », nota l'avocate, ajustant ses lunettes à monture élégantes. « Légalement, le père biologique a des droits. Nous devons construire un dossier solide pour prouver qu'il est inapte à exercer la garde. »« Il est dangereux », interrompit Amélie, sa voix petite mais ferme. « J'ai des preuves. » Olivier et Maître Martinez tournèrent leur attention vers elle. D'une main tremblante, Amélie ouvrit le petit compartiment secret qui se trouvait dans l'ours en peluche en retirant un vieux téléphone portable. « C'était le téléphone de maman », expliqua-t-elle. Avant de partir, elle a enregistré plusieurs choses. Elle a dit qu'un jour je pourrais en avoir besoin. L'avocate prit l'appareil avec précaution, comme si elle tenait une preuve précieuse, et c'était le cas. Cela peut faire toute la différence, Amélie. Ta mère était très courageuse et intelligente. Pendant que Maître Martinez examinait le contenu du téléphone avec son équipe technique, Olivier remarqua combien Amélie semblait plus légère, comme si elle s'était libérée d'un poids qu'elle portait depuis longtemps. « Pourquoi ne... M'as-tu pas parlé de ça avant ?» demanda-t-il doucement. Amélie prit un moment pour répondre, ses doigts jouant avec l'oreille usée de l'ours. « Maman m'a dit de ne l'utiliser qu'en dernier recours. Elle a dit que c'était dangereux, qu'il serait très en colère s'il le savait. » De l'autre côté de la pièce, Maître Martinez prenait des notes frénétiques tout en écoutant quelque chose sur son ordinateur. Son visage normalement contrôlé montrait des signes d'inquiétude. « Olivier », appela-t-elle, lui faisant signe de s'approcher.
Nous devons agir rapidement. Les preuves ici sont graves. Il y a des enregistrements de menaces, de négligence. Un coup à la porte interrompit la conversation. La secrétaire entra précipitamment tenant un document officiel. Maître Martinez, une notification du tribunal vient d'arriver. Le père des enfants a déposé une demande de garde d'urgence. Le bureau plongea dans un silence tendu. Amélie, qui s'était approchée pour boire de l'eau, laissa tomber le verre. Le bruit du verre qui se brise sembla amplifier la gravité du moment. « Je suis désolée, murmura-t-elle, se baissant pour essayer de ramasser les morceaux. « Laisse ça, dit doucement Olivier, l'éloignant des éclats de verre. Tu n'as pas à t'excuser. Maître Martinez était déjà en action, tapant rapidement sur son ordinateur. Nous allons présenter une contre-requête immédiatement. Les preuves du téléphone nous donnent une base pour demander une mesure de protection. Combien de temps avons-nous ? Demanda Olivier, gardant une main réconfortante sur l'épaule d'Amélie. L'audience préliminaire a été fixée à la semaine prochaine, répondit l'avocate, sa voix professionnelle masquant son inquiétude. Nous devrons préparer Amélie à témoigner. La fillette leva les yeux, effrayée. Je vais devoir lui parler, le revoir ? Non, ma chérie, assura maître Martinez, sa voix s'adoucissant. Tu parleras seulement au juge, dans une pièce séparée, et nous serons tous là pour te soutenir. Olivier observa comment Amélie traitait cette information, son petit visage montrant un mélange de peur et de détermination. C'était injuste qu'une enfant doive passer par une telle épreuve, devoir revivre des moments traumatisants pour prouver qu'elle méritait la sécurité et la paix. « Je peux emmener mon ours ?» demanda-t-elle, sa voix si basse qu'on pouvait à peine l'entendre. « Bien sûr que tu peux », répondit Olivier, sentant son cœur se serrer. « C'est ton protecteur, n'est-ce pas ?» Un petit sourire apparut sur le visage d'Amélie. « Maman disait qu'il garde tous nos secrets et nous donne du courage quand nous en avons le plus besoin. » Maître Martinez observait l'interaction avec un intérêt professionnel. Le lien entre Olivier et les enfants, en particulier Amélie, serait un point fort dans son argumentation devant le juge. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de ressources financières, il s'agissait d'amour, de protection et de la formation d'une véritable famille. Le palais de justice était animé. Ce matin-là, lorsqu'Olivier, Amélie et maître Martinez arrivèrent pour l'audience préliminaire, Madame Moreau était restée à la demeure avec les jumeaux, les protégeant du stress de ce moment. Amélie tenait fermement son ours, ses yeux attentifs à chaque mouvement autour d'elle. Le procureur désigné pour l'affaire, maître Paul Mercier, était connu pour son scepticisme à l'égard des adoptions tardives, particulièrement lorsqu'elles impliquaient des personnes à fort pouvoir d'achat. Son expression austère ne changea pas lorsqu'il entra dans la salle de réunion où ils allaient avoir la conversation préliminaire. « Monsieur Durand, commença-t-il, feuilletant un dossier épais, vous êtes un homme occupé, PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Comment comptez-vous concilier vos responsabilités professionnelles avec la charge de 3 enfants ?» Olivier garda son calme, même en sentant l'indignation monter. « Maître, ces derniers mois, j'ai restructuré toute ma routine. J'ai embauché un directeur des opérations pour assumer une partie des opérations quotidiennes de l'entreprise. Ma priorité, ce sont les enfants. » Le procureur ajusta ses lunettes, son regard critique. « Et quel serait votre intérêt réel dans cette situation ? Un homme célibataire, sans expérience avec les enfants, qui décide soudainement d'en adopter ? 3. Pardonnez mon scepticisme, mais je dois questionner vos motivations. » Ce fut Amélie qui répondit, surprenant tout le monde. « Il nous a sauvés, maître. Quand tout le monde passait tout droit en faisant semblant de ne pas voir, lui s'est arrêté. Il a choisi de prendre soin de nous. » Maître Mercier porta son attention sur la fillette. « Amélie, c'est ça ? Parle-moi de ton père biologique. » Maître. Martinez intervint rapidement. « Avec tout le respect que je vous dois, maître, nous avons des preuves documentées des abus et de la négligence. Il n'est pas nécessaire de soumettre la mineure à ce type de questionnement maintenant. »« Laissez, » dit doucement Amélie. « Je veux parler. » Elle se redressa sur sa chaise, toujours serrée contre son ours, mais avec une détermination surprenante dans son regard. « Mon père, qui n'a pas toujours été mauvais. Quand maman était en vie, il souriait, jouait avec nous. Mais après son départ, il a changé. Il a commencé à boire, à crier, à casser des choses. Une fois, elle hésita, respirant profondément. Une fois, il a essayé de faire du mal à Lucas.
parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que nous devions nous enfuir. Le procureur prenait des notes, son visage toujours impassible. « Et comment sais-tu que M. Durand ne va pas changer aussi, qu'il ne se lassera pas de cette nouvelle responsabilité ?»« Parce qu'il est différent, » répondit Amélie, avec une conviction qui fit Olivier sentir un nœud dans sa gorge. « Il nous montre chaque jour qu'il nous aime, pas avec des mots, mais avec des actions. Il lit des histoires aux jumeaux, même après une journée épuisante de travail. Il vient à toutes les présentations de mon école. Sa voix faiblit un peu et elle serra davantage son ours. Il nous fait nous sentir en sécurité. Maître. Mercier observa l'interaction entre Olivier et Amélie pendant un moment, son regard professionnel cherchant des signes de toute irrégularité. Ce qu'il vit n'était que le regard protecteur d'un père et la confiance absolue d'une fille. « Monsieur Durand, dit-il, fermant son dossier, vous comprenez que cette situation est hautement inhabituelle, qu'elle soulèvera des questions ?»« Maître, » répondit Olivier, sa voix ferme. « Il y a 6 mois, j'étais juste un cadre concentré sur les profits et les objectifs. Aujourd'hui, je suis le père de 3 enfants merveilleux qui m'ont appris plus sur l'amour et le sens de la vie que toutes mes années de réussite professionnelle. Je me moque des questions. Ce qui m'importe, c'est leur sécurité et leur bonheur. » Maître Martinez observait la scène avec un petit sourire. En année d'exercice du droit de la famille, elle avait rarement été témoin d'un lien aussi authentique entre un tuteur et ses enfants. Le procureur fit une dernière note avant de se lever. « L'audience avec le juge aura lieu dans 1 heure. Je vous suggère d'être prêt. Le père biologique a amené sa propre équipe juridique et il ne semble pas disposé à faciliter le processus. » Lorsqu'il quitta la salle, Amélie s'approcha d'Olivier, ses yeux brillants de larmes contenues. « Vous allez vraiment continuer à vous battre pour nous, même avec tous ces problèmes ?» Olivier l'étreignit affectueusement. « Toujours, Mimi, toujours. » La salle d'audience avait un air solennel qui faisait battre le cœur d'Amélie plus fort. Le juge, M. Antoine Legrand, était un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants, qui contrastait avec sa posture formelle. De l'autre côté de la salle, le père biologique des enfants était assis avec ses avocats, lançant des regards intimidants en direction d'Amélie. « Avant de commencer, » annonça le juge, « j'aimerais entendre Amélie dans mon bureau, uniquement. » En présence des avocats et du procureur. Olivier serra doucement l'épaule d'Amélie en signe de soutien avant qu'elle ne suive Maître Martinez jusqu'au bureau. L'ours en peluche, comme toujours, l'accompagnait. Dans le bureau, l'ambiance était moins formelle. Le juge enleva sa robe et s'assit dans un fauteuil près d'Amélie, essayant de la mettre plus à l'aise. « Amélie, » commença-t-il gentiment, « je veux que tu me racontes, avec tes propres mots, comment a été ta vie dans la maison de monsieur. » Durand. Amélie regarda son ours comme si elle y cherchait de la force avant de commencer à parler. « C'est la première fois que je me sens vraiment chez moi depuis que maman est partie. Les jumeaux sont heureux, ils rient tout le temps maintenant. Madame Moreau nous apprend à faire des biscuits. Et oncle Olivier, » elle sourit légèrement. « Il n'est jamais trop occupé pour nous écouter. Et tu ne ressens pas le manque. »« De ton père ?» demanda prudemment le juge. L'expression d'Amélie changea, une ombre passant sur son visage. « Le père qu'il était avant me manque, mais ce père n'existe plus depuis longtemps. » C'est alors qu'elle ouvrit à nouveau le compartiment secret de l'ours, en retirant un petit morceau de papier plié. « Maman a écrit ceci avant de partir. Je ne l'ai jamais montré à personne. » Le juge prit le papier avec précaution, ses yeux parcourant les mots écrits d'une écriture tremblante. C'était une lettre, datée de quelques jours avant le départ de la mère, exprimant sa peur pour l'avenir de ses enfants et documentant les comportements préoccupants de son mari. « Maître ?» Mercier, le procureur, se pencha en avant sur sa chaise. « Amélie, pourquoi n'as-tu pas montré cela plus tôt ?»« Parce que maman a dit que c'était notre dernière protection, » répondit-elle simplement, « et j'avais peur que ce ne soit pas suffisant. » Le juge plia soigneusement le papier, le rendant à Amélie. « Tu es une petite fille très courageuse, tu sais. Prendre soin de ton frère et de ta sœur seule, les garder en sécurité, ce n'est pas une responsabilité qu'une enfant devrait avoir. »« Mais maintenant, je ne suis plus seule, » dit-elle, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Oncle, Olivier nous protège, et il ne le fait pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut.
De retour dans la salle d'audience, l'ambiance était tendue. Le père biologique avait présenté une série d'arguments sur ses droits parentaux et sa supposée réhabilitation. Ses avocats dépeignaient l'image d'un homme repentant qui méritait une seconde chance avec ses enfants. Lorsque le juge revint avec Amélie, tout le monde se leva. Monsieur Legrand ajusta ses lunettes et regarda longuement chaque personne présente dans la salle avant de commencer à parler. « Dans mes années de magistrature, commença-t-il, j'ai appris que la famille va bien au-delà des liens du sang. Il s'agit de protection, d'amour et du choix quotidien d'être présent. » Il fit une pause, ses yeux s'attardant sur Olivier un moment. Monsieur Durand a démontré, par des actions concrètes, son engagement envers le bien-être de ses enfants. Non seulement il a fourni un foyer sûr et confortable, mais il s'est également consacré à créer des liens affectifs significatifs. Le père biologique commença à protester, mais le juge le fit taire d'un geste. Cependant, étant donné la complexité de la situation et les allégations présentées par les deux parties, j'ordonne une évaluation psychosociale complète avant la décision finale. Pour l'instant, je maintiens les enfants sous la garde provisoire de monsieur Olivier Durand. Amélie, qui avait retenu sa respiration pendant toute la déclaration, respira enfin avec soulagement. Son ours en peluche, témoin silencieux de tant de moments cruciaux, semblait sourire dans ses bras. Le lendemain de l'audience, les gros titres des principaux portails d'information affichèrent l'histoire « PDG milliardaire en bataille juridique » pour la garde de 3 enfants. Les médias, toujours avides d'histoires sensationnelles, avaient transformé l'affaire en un spectacle public. Olivier observait, inquiet, les hélicoptères des chaînes de télévision survolant sa propriété. Des journalistes s'agglutinaient au portail, se disputant le meilleur angle pour leur caméra. L'histoire avait capturé l'imagination du public, générant des débats houleux sur les réseaux sociaux. « Monsieur Olivier », appela Madame Moreau, entrant précipitamment dans son bureau. « L'école d'Amélie a appelé. Il y a des journalistes qui essaient d'interviewer les enfants à l'entrée. » Il sentit son sang bouillir. Une chose était d'attaquer sa réputation, une autre complètement différente était de perturber la tranquillité des enfants. Immédiatement, il prit le téléphone, contactant son équipe juridique pour obtenir des mesures de protection. Amélie était dans sa chambre, assise près de la fenêtre, observant le cirque médiatique dehors. Lucas et Sophie jouaient, ignorants, la confusion protégée dans leur monde d'innocence enfantine. « Désolé pour tout ça, dit Olivier entrant dans la chambre. Je n'imaginais pas que l'histoire fuiterait si vite. Ce n'est pas votre faute, répondit Amélie, le surprenant par sa maturité. Maître Martinez m'a déjà expliqué que cela pourrait arriver. Elle a dit que les personnes importantes attirent toujours l'attention des médias. Olivier s'assit à côté d'elle, observant les hélicoptères qui survolaient encore la propriété. Tu sais, quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai aussi dû faire face à beaucoup d'expositions médiatiques. J'ai appris que l'important est de ne pas laisser cela affecter qui nous sommes vraiment. Amélie serra son ours, pensive. Les autres enfants à l'école posent beaucoup de questions. Certains sont gentils, ils veulent savoir comment c'est de vivre dans une grande maison. D'autres, elle hésita. D'autres disent que vous faites ça juste pour passer à la télé. Et qu'en penses-tu ? Demanda doucement Olivier. Je pense que si c'était pour ça, vous auriez déjà accepté toutes les interviews qu'il vous demande, répondit-elle avec un petit sourire. Mais vous dites toujours non. À ce moment, Sophie s'approcha d'eux, chancelant dans ses pas encore incertains, portant l'un de ses nouveaux livres d'histoire. Ses grands yeux demandèrent de l'attention, complètement inconsciente du chaos qui se déroulait à l'extérieur. « Histoire », exigea-t-elle, tendant le livre à Olivier. « Pas maintenant, Sophie », commença Amélie inquiète. « Oncle Olivier est occupé avec... » « Non, interrompit-il, prenant la petite dans ses bras. « Je ne suis jamais trop occupé pour une histoire. Venez, allons tous dans la bibliothèque. » Pendant qu'il marchait dans le couloir, le téléphone d'Olivier ne cessait de sonner. Attachés de presse, journalistes, présentateurs de télévision, tous voulaient une déclaration exclusive. Mais il mit l'appareil en silencieux, se concentrant uniquement sur le moment présent avec ses enfants. Dans la bibliothèque, un espace accueillant avec des étagères du sol au plafond, tous s'installèrent sur le grand canapé en cuir. Lucas s'installa rapidement d'un côté, Sophie de l'autre, tandis qu'Amélie s'asseyait à proximité, son ours en peluche sur les genoux.
Il était une fois, commença Olivier, sa voix douce emplissant l'espace, une famille très spéciale. L'extérieur, les journalistes continuaient leur veille, les hélicoptères survolaient, encore, et les réseaux sociaux bouillonnaient d'opinions et de spéculations. Mais à l'intérieur de cette bibliothèque, il n'y avait que la paix. Le monde extérieur, avec tout son bruit et ses jugements, ne parvenait pas à pénétrer cette bulle d'amour et de sécurité qu'ils avaient construite ensemble. Maître Martinez appela plus tard ce jour-là, préoccupé par l'impact de l'exposition médiatique sur le processus. « Olivier, dit-elle, nous devons penser à une stratégie de communication. Le silence peut être interprété négativement par le juge. « Je ne vais pas transformer notre famille en un cirque médiatique, répondit-il fermement. Les enfants ont déjà suffisamment souffert. Je comprends et je respecte votre position, approuva l'avocate. Mais peut-être pouvons-nous utiliser cela à notre avantage. Montrer comment vous protégez leur vie privée, priorisant leur bien-être avant tout. Cela en dit long sur vos intentions en tant que père. » Olivier regarda par la fenêtre de son bureau, observant Amélie jouant dans le jardin avec les jumeaux, protégée des regards curieux par une haute haie qu'il avait fait installer. Son ours en peluche reposait en sécurité sur un banc proche, gardien silencieux de leur moment de joie. À la fin d'une après-midi particulièrement agitée, alors que les médias commençaient enfin à perdre intérêt pour l'histoire, Amélie trouva Olivier dans son bureau, organisant d'anciennes photographies. C'était une habitude qu'il avait développée récemment, documenter chaque moment spécial avec les enfants, créant un album de souvenirs familiaux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, pointant vers une vieille photographie jaunie qui était séparée des autres. Olivier prit la photo avec soin. On y voyait une jeune femme souriante tenant un ours en peluche très semblable à celui d'Amélie. « C'est ta mère » demanda-t-il doucement, remarquant comment les yeux de la fillette s'écarquillèrent en voyant l'image. « Non » répondit Amélie, prenant son propre ours et le comparant à celui de la photo. « Mais l'ourson, il est identique au mien. » Olivier sentit son cœur s'accélérer. « Mimi, cet ours, tu as dit qu'il était à ta mère, n'est-ce pas? Elle ne t'a jamais dit d'où il venait ?» La fillette fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Une fois, elle a dit qu'elle l'avait reçu d'une dame très spéciale quand elle était petite. Mais elle n'en parlait pas beaucoup. D'une main tremblante, Olivier retourna la photographie. Au verso, une ancienne inscription disait « Claire et Benjamin, foyer étoile guidante, 1985. » « Claire » murmura Amélie, reconnaissant le nom, « comme la dame qui vous a aidé. » Olivier pouvait à peine respirer. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. « Mimi » dit-il, sa voix émue. « Madame Claire, elle dirigeait un foyer avant de me trouver. Le foyer étoile guidante. C'est là où elle amenait les enfants qui avaient besoin d'aide avant qu'ils ne soient fermés. »« Et ma mère » commença Amélie, ses yeux se remplissant de larmes. « Ta mère devait être l'une des enfants qu'elle a aidés, » compléta Olivier. « Et cet ours, c'était le cadeau qu'elle donnait à chaque enfant qui arrivait au foyer. C'était son symbole d'espoir et de protection. » Amélie regardait fixement son ours maintenant, comme si elle le voyait sous un nouveau jour. « Alors, ce n'était pas une coïncidence que vous me trouviez dans ce bus ?» Olivier sourit, des larmes coulant sur son visage. Madame Claire disait toujours qu'il n'existe pas de coïncidence, seulement des rencontres qui étaient destinées à se produire. Madame Moreau, qui était entrée silencieusement avec un plateau de chocolat chaud, observait la scène avec des yeux embués. « Les jumeaux sont endormis, » informa-t-elle doucement. « J'ai apporté du chocolat chaud pour vous. » Amélie prit sa tasse, assimilant encore la découverte. « C'est comme si elle prenait encore soin de nous, même après tant de temps. »« Elle le fait, » confirma Olivier, « à travers tout ce qu'elle nous a appris sur l'amour et le soin. » Cette nuit-là, après qu'Amélie fut allée se coucher, Olivier resta dans son bureau, regardant d'anciennes photos de Madame Claire. Comment n'avait-il pas remarqué plus tôt? L'ours en peluche, si similaire à ceux qu'elle avait l'habitude de donner aux enfants du foyer, aurait dû être son premier indice. Il prit son téléphone et appela Maître Martinez. « J'ai besoin que vous cherchiez tous les registres du foyer étoile guidante, » demanda-t-il. « Spécialement des années 80. Je crois que nous avons trouvé quelque chose d'important. » « Y a-t-il quelque chose de spécifique que je devrais chercher ?» demanda l'avocate, curieuse de l'urgence dans sa voix. « Oui, » répondit-il, regardant la photo sur son bureau.
cherchez des registres d'une petite fille qui a reçu un ours en peluche de Madame Claire. Une fille qui plus tard deviendrait la mère d'Amélie. De l'autre côté de la ligne, Maître Martinez fit une pause. « Olivier, si nous trouvons ces registres, si nous pouvons prouver ce lien, je sais, interrompit-il, ça peut tout changer. Ce ne serait pas simplement l'histoire d'un homme d'affaires qui a décidé d'aider 3 enfants. Ce serait la continuation d'un héritage d'amour et de soins qui a commencé il y a des décennies. » En raccrochant le téléphone, Olivier regarda par la fenêtre de son bureau. La pleine lune illuminait le jardin où, quelques heures plus tôt, les enfants jouaient. Quelque part, il en était sûr, Madame Claire souriait. Le cabinet de Maître Martinez était rempli de cartons poussiéreux, d'anciens documents éparpillés partout. Après des jours de recherche intensive, ils avaient finalement localisé les archives du foyer Étoile Guidante. Olivier feuilletait soigneusement chaque page, cherchant toute mention du nom de la mère d'Amélie. « Ici », s'exclama l'avocate, brandissant un dossier jauni. « Hélène Dubois, admise en 1985, 6 ans. Il y a une photo jointe. » Olivier prit le document d'une main tremblante. Sur la photographie en noir et blanc, une petite fille tenait un ours en peluche identique à celui d'Amélie. Ses yeux, même sur l'image ancienne, avaient le même éclat déterminé qu'il voyait tous les jours dans le regard de sa fille. « C'est elle », murmura-t-il, « la mère d'Amélie. » Maître Martinez commença à lire le rapport. Hélène est arrivée au foyer après des circonstances familiales difficiles. Elle montre une grande capacité d'adaptation et un cœur généreux, particulièrement avec les enfants plus jeunes. Madame Claire note un attachement spécial à l'ours en peluche reçu le jour de son arrivée, qu'elle a nommé Espoir. Espoir, répéta Olivier, se rappelant comment Amélie disait toujours que l'ours gardait ses secrets et ses rêves. En continuant la lecture des documents, ils découvrirent qu'Hélène était restée au foyer pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par une famille aimante. Les registres montrèrent des visites régulières de Madame Claire, même après l'adoption. Maintenant, le lien qu'elle avait créé avec la fillette. Olivier, appela Maître Martinez, sa voix prenant un ton professionnel. Cela change complètement notre stratégie. Il ne s'agit plus seulement de prouver votre capacité en tant que tuteur. Il s'agit d'honorer un héritage d'amour et de soins qui a commencé il y a des décennies. Il acquiesça, absorbant encore l'impact de cette découverte. Nous devons, le dira Amélie. Elle mérite de connaître cette histoire. De retour à la demeure, ils trouvèrent Amélie dans le jardin, lisant une histoire aux jumeaux. L'ours en peluche, comme toujours, reposait à ses côtés, gardien silencieux d'un moment familial de plus. « Mimi », appela doucement Olivier, « nous avons trouvé quelque chose que tu dois voir. » La fillette perçut immédiatement la gravité dans sa voix. Madame Moreau apparut au moment parfait pour emmener les jumeaux pour leur goûter, les laissant libres de discuter. Dans la bibliothèque, Olivier et Maître Martinez étalèrent soigneusement les documents trouvés. Amélie regardait chaque photo, chaque page, avec un mélange de fascination et d'émotion. « Ma mère », murmura-t-elle, touchant la vieille photographie de doigts délicats. « Elle était si petite, comme toi », commenta doucement Olivier. « Et regarde, elle avait aussi un ours spécial. » Amélie prit son propre ours, le comparant à celui de la photo. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait vécu dans un foyer. Elle disait seulement que l'ours était magique, qu'il protégeait ceux qui avaient le plus besoin d'amour. Et elle avait raison, dit Maître Martinez souriant. Cet ours a connecté des générations d'amour et de soins. D'abord avec ta mère, maintenant avec toi. Madame Claire, continua Olivier, montrant plus de photographies, a pris soin de ta mère comme elle a pris soin de moi des années plus tard. Et maintenant, d'une certaine façon, le destin nous a réunis pour continuer ce cycle d'amour. Amélie serra son ours fort contre elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage. C'est pour ça que maman disait toujours qu'il était plus qu'un jouet. Elle savait qu'un jour, il me conduirait vers un endroit sûr, comme ce qui lui était arrivé à elle. Olivier l'étreignit, sentant son petit corps trembler sous l'émotion de la découverte. Ta mère était très courageuse, Mimi, tout comme toi. Et maintenant, nous savons que ce n'était pas une coïncidence si j'ai pris ce bus cette nuit-là. C'était le destin qui complétait un cycle commencé il y a longtemps. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle, essuyant ses larmes. « Maître. » Martinez s'approcha, son visage doux mais déterminé. « Maintenant, ma chérie, nous allons raconter cette histoire au juge.
Nous allons montrer que cette famille n'a pas commencé par hasard. Elle a été construite sur des fondations d'amour, qui ont commencé bien avant que vous ne vous rencontriez. À ce moment, comme s'il sentait l'importance de l'occasion, l'ours en peluche sembla briller sous la lumière du soleil, qui entrait par la fenêtre de la bibliothèque. Ses coutures usées et ses taches racontaient une histoire d'amour qui traversait les générations, unissant des personnes à travers le temps dans une toile invisible de soins et de protection. La nouvelle arriva un lundi matin. Maître Mercier s'était retiré de l'affaire pour des raisons personnelles. À sa place, Maître Béatrice Olivier prendrait le relais, une procureure connue pour son dévouement aux causes impliquant les droits des enfants. La première rencontre avec la nouvelle procureure eut lieu dans son bureau, un espace accueillant, décoré de dessins colorés faits par des enfants qu'elle avait aidés au fil des ans. Amélie remarqua immédiatement un petit ours en peluche assis sur l'une des étagères. « J'ai aussi un gardien spécial », sourit Maître Olivier, remarquant le regard de la fillette. « C'était un cadeau d'un enfant que j'ai aidé il y a quelques années. Il m'a dit qu'il m'aiderait à protéger d'autres enfants. » La procureure examina les documents du foyer Étoile Guidante avec une attention méticuleuse. Ses yeux brillèrent en reconnaissant le nom de Madame Claire. « J'ai connu Madame Claire », révéla-t-elle, surprenant tout le monde. « Elle a été une inspiration pour mon travail. Elle disait toujours que chaque enfant méritait non seulement un foyer, mais un endroit où il pourrait s'épanouir. » Olivier sentit une vague d'espoir. Le lien avec Madame Claire semblait s'étendre de plus en plus, touchant des vies de manières inattendues. « J'ai enquêté sur le passé du père biologique, » poursuivit Maître Olivier, son ton devenant plus sérieux. « J'ai trouvé des registres préoccupants, des plaintes classées sans suite, des incidents de violence domestique. » Amélie serra son ours plus fort, et Olivier plaça une main protectrice sur son épaule. « Plus important, » continua la procureure, « nous avons obtenu des images des caméras de sécurité de la dernière visite supervisée. Son comportement... » Elle hésita, regardant Amélie. N'était pas approprié. « Il a essayé d'emmener Lucas, » dit doucement Amélie. « Il a dit qu'un bébé donnait moins de travail que 3 enfants. » Maître Olivier prit quelques notes, son visage montrant un mélange d'inquiétude et de détermination. « Je vais demander la révocation immédiate du droit de visite et recommander au juge d'accorder la garde définitive à M. Durand. Même. » « Avec toute la polémique dans les médias ?» demanda Maître Martinez. La procureure sourit. « Spécialement à cause de cela. J'ai vu comment M. Durand a protégé les enfants de l'exposition médiatique, comment il a priorisé leur bien-être avant tout. Cela en dit long sur son caractère en tant que père. » Amélie, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Vous pensez que nous pourrons rester ensemble, pour toujours ?» Maître Olivier se leva et s'approcha de la fillette, s'agenouillant, pour être à hauteur de ses yeux. « Tu sais, Amélie, dans toutes mes années en tant que procureur, j'ai appris à reconnaître quand une famille est réelle. Ce n'est pas une question de sang ou de documents, c'est une question d'amour, de protection et de choix quotidien d'être présent. Et cela, elle sourit, regardant Olivier, vous l'avez déjà en abondance. » À ce moment, Lucas et Sophie, qui jouaient tranquillement dans un coin de la pièce avec Madame Moreau, s'approchèrent en titubant. Sophie tendit un dessin qu'elle avait fait pour la procureure, des gribouillis colorés qui, dans son imagination enfantine, représentaient sa famille. « Famille », dit-elle de sa petite voix claire, pointant les figures sur le papier. « Maître. » Olivier prit le dessin avec soin, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. « Oui, ma chérie, famille. » En sortant du bureau, Olivier remarqua qu'Amélie semblait plus légère, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Son ours en peluche, fidèle compagnon de tant de batailles, semblait sourire dans ses bras. « Oncle Olivier, » appela-t-elle tandis qu'il marchait vers la voiture, « pensez-vous que Madame Claire savait qu'un jour nous nous retrouverions tous? Ainsi ?» Olivier réfléchit un moment, se rappelant le sourire sage de sa mentor. « Je pense qu'elle a toujours su que l'amour a une manière spéciale d'unir les gens. Comme elle disait souvent, le cœur trouve toujours son chemin pour rentrer à la maison. » Dans le ciel, les nuages s'écartaient, révélant un soleil brillant, comme si l'univers lui-même conspirait pour éclairer leur chemin. La bataille n'était pas encore gagnée, mais pour la première fois depuis le début de tout cela, la victoire semblait non seulement possible, mais inévitable. Le jour de l'audience finale arriva avec un mélange de nervosité et d'espoir. Le palais de justice était plus calme cette fois,
Les médias avaient perdu tout intérêt après des semaines sans nouvelles polémiques, et seules quelques personnes attendaient dans le couloir. Amélie portait une robe bleu clair, choisie spécialement pour l'occasion, et son ours en peluche était impeccable après un nettoyage soigneux fait par Madame Moreau. Les jumeaux, à la maison sous les soins de la gouvernante, avaient donné des câlins particulièrement serrés à tous avant qu'ils ne partent. « Tu te souviens de ce que nous avons convenu ?» demanda doucement Olivier, tandis qu'ils attendaient dans l'antichambre. « Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, nous serons toujours une famille. » Amélie acquiesça, tenant sa main fermement. De l'autre côté du couloir, son père biologique attendait avec ses avocats, semblant plus petit et moins intimidant que lors des occasions précédentes. Maître Martinez s'approcha avec un sourire confiant. « Maître Olivier vient d'arriver. Elle a quelques nouvelles importantes à présenter au juge. » Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience, l'ambiance était différente de la première fois. Le juge, Monsieur Legrand, semblait plus détendu, presque paternel dans son approche. La nouvelle procureure, Maître Olivier, organisait une série de documents sur sa table. « Avant de commencer, » annonça le juge, « j'aimerais remercier toutes les parties pour leur conduite tout au long de ce processus. Les affaires familiales sont toujours complexes, mais tous les concernés ont démontré du respect pour les véritables intérêts en jeu, le bien-être des enfants. » Maître Olivier se leva, son maintien serein mais déterminé. « Votre honneur, en plus des preuves déjà présentées sur l'inadéquation du père biologique à exercer la garde, j'aimerais porter à l'attention de la Cour une découverte significative. » Elle commença à projeter des images sur l'écran de la salle, d'anciennes photographies du foyer étoile guidante, des registres de Madame Claire, l'histoire documentée de la mère d'Amélie. « Ce que nous voyons ici n'est pas simplement une affaire de garde, poursuivit-elle. C'est la continuation d'un héritage d'amour et de soins qui a commencé il y a des décennies. La mère de ces enfants a été accueillie et protégée par le même système de soutien qui sauverait plus tard Monsieur Olivier Durand. Et maintenant, comme dans un cycle parfait, il fait de même pour ses enfants. » Le juge examinait les documents avec un intérêt visible. « Et qu'en est-il de l'ours en peluche ?» demanda-t-il, surprenant tout le monde par sa connaissance de ce détail. Amélie, sans attendre la permission, se leva avec son ours dans les mains. « Il était à ma mère, votre honneur. Madame Claire le lui a donné quand elle est arrivée au foyer, comme elle l'a fait pour d'autres enfants. Maman disait qu'il avait des pouvoirs spéciaux, qu'il protégeait ceux qui avaient besoin d'amour. » Un silence ému s'empara de la salle. Même les avocats du père biologique semblaient touchés. « Monsieur le juge, » intervint le père biologique, sa voix étonnamment douce, « j'aimerais dire quelque chose. » Monsieur Legrand fit un geste pour qu'il continue. « Quand ma femme est partie, » poursuivit-il sa voix émue, « j'ai perdu plus qu'elle. Je me suis perdu moi-même, ma capacité à aimer, à prendre soin des autres. En voyant tout cela aujourd'hui, les photos, l'histoire, j'ai réalisé que mes enfants ont trouvé quelque chose que je ne peux pas leur donner maintenant. Un vrai foyer plein d'amour et de bons souvenirs. » Amélie regardait son père biologique avec un mélange de surprise et de compréhension. Pour la première fois, elle voyait en lui non pas un monstre, mais un homme brisé par la douleur. « Je retire ma demande de garde, » annonça-t-il à l'étonnement de ses propres avocats. « Et j'aimerais demander pardon, spécialement à toi, Amélie. Tu as été plus forte et plus sage que moi. Tu as pris soin de ton frère et de ta sœur quand je ne pouvais pas. Tu mérites d'être heureuse. » Le juge observait la scène avec des yeux humides. En années de magistrature, il avait rarement été témoin d'un moment aussi authentique de transformation et d'acceptation. « Compte tenu de cette nouvelle circonstance, » prononça-t-il, « et considérant toutes les preuves présentées, j'accorde la garde définitive des 3 enfants à Monsieur Olivier Durand. » La salle explosa en sourires et larmes contenues. Amélie serra Olivier de toutes ses forces, son ours en peluche pressé entre eux comme un témoin silencieux de ce moment historique. « Cependant, » poursuivit le juge, « j'aimerais faire une suggestion. Monsieur Durand, considérant le geste de reconnaissance du père biologique, je suggère le maintien de visites supervisées si et quand il démontrera des conditions émotionnelles adéquates. Les enfants méritent de connaître leur histoire complète, y compris leurs origines. » Olivier acquiesça, comprenant la sagesse de cette suggestion.
Il ne s'agissait plus d'une bataille entre camps opposés, mais de construire des ponts vers l'avenir. La demeure était différente ce soir-là. Madame Moreau avait préparé une fête surprise pour célébrer la décision judiciaire, décorant la salle à manger avec des ballons colorés et une banderole qui disait « Notre famille pour toujours ». L'arôme de chocolat chaud et de biscuits fraîchement sortis du four remplissait l'air. Lucas et Sophie couraient dans la maison avec une énergie renouvelée, comme s'ils ressentaient la joie du moment même, sans comprendre complètement sa signification. Amélie les observait avec un sourire serein, son ours en peluche reposant sur ses genoux. « Oncle Olivier », appela-t-elle, utilisant encore le titre affectueux qui était devenu si naturel. « Je peux te demander quelque chose ?» Il s'assit à côté d'elle sur le canapé du salon. « Bien sûr, ma chérie. Maintenant que nous sommes officiellement une famille, je peux t'appeler papa ?» Olivier sentit son cœur s'arrêter un instant. Dans toutes ces années de réussite professionnelle, aucune conquête n'avait signifié autant que cette simple demande. « Rien ne me rendrait plus heureux », répondit-il, sa voix altérée par l'émotion. Madame Moreau, qui passait par le salon, à ce moment-là essuya discrètement une larme avec le coin de son tablier. « Papa », répéta Amélie, testant comment le mot sonnait. Son sourire illumina toute la pièce. « Je pense que maman serait heureuse. Elle disait toujours que la famille est là où le cœur trouve la paix. » Olivier serra sa fille dans ses bras, pensant à la façon dont la vie avait des manières mystérieuses d'unir les gens. « Ta mère était une femme très sage, et je suis sûr qu'elle est fière de toi, de la façon dont tu as pris soin de ton frère et de ta sœur, de la façon dont tu as affronté tout cela avec tant de courage. » Sophie s'approcha en titubant, tendant les bras pour être prise dans « les bras ?»« Papa !» s'exclama-t-elle, utilisant le mot pour la première fois. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Olivier. Lucas, ne voulant pas être exclu, se joignit aussi à l'étreinte familiale. « Tu sais, » dit Amélie, arrangeant son ours en peluche pour l'inclure dans le moment, « je crois que je comprends maintenant pourquoi maman disait qu'il était magique. Ce n'est pas parce qu'il a vraiment des pouvoirs, mais parce qu'il garde l'amour. L'amour d'elle, l'amour de Madame Claire, et maintenant notre amour. » Madame Moreau revint dans le salon avec un plateau de chocolat chaud et de biscuits. « J'ai pensé que la famille aimerait une collation spéciale. »« Famille », répéta Olivier, savourant chaque syllabe du mot. « Notre famille. » Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés, Olivier trouva un petit mot soigneusement plié à côté de son oreiller. L'écriture enfantine d'Amélie disait « Cher papa, maman disait toujours que les anges apparaissent sous différentes formes pour différentes personnes. Pour elle, c'était Madame Claire. Pour moi, c'était toi. Merci de nous avoir choisis. Avec amour, ta fille, Amélie PS. L'ourson t'envoie aussi un câlin. » Olivier rangea le message dans son portefeuille où il resterait pendant les années suivantes comme un rappel constant du miracle qui s'était produit dans sa vie. Dehors, la ville de Paris continuait son rythme frénétique, mais à l'intérieur de cette demeure, une paix profonde s'était installée. Dans la chambre des enfants, l'ours en peluche reposait à sa place habituelle sur la tête de lit d'Amélie, ses coutures usées et ses taches racontant silencieusement l'histoire de générations d'amour et de soins. Un gardien non seulement de secrets et de rêves, mais d'un héritage qui continuerait à vivre à travers les années à venir. Le temps passa comme des pages tournées dans un livre bien aimé. Amélie, maintenant âgée de 18 ans, ajustait sa toge de remise de diplôme devant le miroir. L'ours en peluche, un peu plus usé mais toujours gardien fidèle, reposait sur son lit bien fait. « Tu es magnifique », dit Olivier, debout à la porte de la chambre. Ses cheveux avaient commencé à montrer des fils argentés aux tempes, mais ses yeux gardèrent le même éclat aimant que toujours. « Papa », sourit-elle, se tournant pour ajuster sa cravate. « Tu es nerveux? Ce n'est qu'une remise de diplôme. »« Ce n'est pas seulement une remise de diplôme, » répondit-il, sa voix émue. « C'est un chapitre de plus dans notre histoire. Et tu as choisi un chemin si spécial. » Amélie avait surpris tout le monde en annonçant qu'elle étudierait le droit. Sa décision avait été inspirée non seulement par l'expérience avec Maître Martinez et Maître Olivier, mais surtout par le désir d'aider d'autres enfants qui, comme elle et ses frères et sœurs, avaient besoin de protection et d'amour. Lucas et Sophie, maintenant âgés de 7 ans, entrèrent en courant dans la chambre. Ils étaient élégants dans leur tenue de fête
bien que Sophie ait déjà réussi à dénouer son ruban de cheveux. « Mimi !» s'exclama Sophie, embrassant sa grande sœur. « Tu ressembles à une princesse !»« Une princesse avocate », corrigea Lucas, fier. Madame Moreau apparut à la porte, essuyant des larmes. Discrète avec son tablier. Après tant d'années, elle était bien plus qu'une employée. Elle faisait partie intégrante de cette famille. « Les enfants doivent de mieux s'arranger, » dit-elle, essayant de retrouver sa contenance. « Et le chauffeur ?»« Attends déjà. » Sur le chemin de la cérémonie, Amélie tenait son ours en peluche sur ses genoux. Certains pourraient se trouver étrange qu'une diplômée de 18 ans porte un jouet, mais pour elle, il était essentiel que son gardien soit présent à ce moment important de plus. « Te souviens-tu du jour où nous nous sommes rencontrés dans le bus ?» demanda-t-elle doucement à Olivier. « Comment pourrais-je oublier? C'était le jour où ma vie a vraiment commencé. J'avais tellement peur, confessa-t-elle, mais quelque chose dans ton regard, c'était le même regard que maman disait, que Madame Claire avait. Un regard de quelqu'un qui se soucie vraiment. » Olivier prit sa main, la serrant doucement. « Ta mère nous a guidés jusqu'à cette rencontre, j'en suis certain. » Dans l'auditorium de l'école, des visages familiers les attendaient. Maître Martinez et Maître Olivier étaient là, souriantes. Au cours des dernières années, elles étaient devenues des amies proches de la famille. Même l'ancien procureur Maître Mercier avait été invité et était présent, démontrant comment le temps pouvait transformer d'anciennes méfiances en respect mutuel. Pendant son discours en tant que major de promotion, Amélie surprit tout le monde en levant son ours en peluche. Cet ours, commença-t-elle, sa voix claire et émue, représente plus que des souvenirs ou du réconfort. Il est un symbole de comment l'amour peut traverser des générations, créer des connexions improbables et transformer des vies. Tout a commencé avec une femme extraordinaire nommée Claire, qui a consacré sa vie à protéger les enfants. Il est passé par ma mère qui m'a appris que la famille est une question de choix quotidien d'amour. Et il est arrivé jusqu'à moi, me guidant vers un père qui m'a choisi, qui a choisi mon frère et ma sœur, qui choisit tous les jours d'être notre famille. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage d'Olivier. Les jumeaux, assis à ses côtés, tenaient ses mains fermement. Aujourd'hui, continua Amélie, je choisis de suivre cet héritage. En tant que future avocate, je veux être pour d'autres enfants ce que Madame Claire, ma mère et mon père ont été pour moi. Un phare d'espoir, un havre de sécurité. Parce que j'ai appris que parfois, les anges apparaissent dans des bus nocturnes, parfois dans des ours en peluche usés et parfois ils apparaissent exactement quand nous en avons le plus besoin. Quand elle descendit de l'estrade, elle fut accueillie par une étreinte serrée d'Olivier. « Ta mère serait tellement fière, murmura-t-il. « Elle l'est, répondit Amélie, souriant à travers ses larmes, tout comme Madame Claire. Elles sont toujours avec nous, n'est-ce pas ?» L'ours en peluche, témoin silencieux de tant de moments cruciaux, semblait sourire dans ses bras, comme s'il convenait que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre dans sa longue histoire d'amour et de protection. La faculté de droit apporta de nouveaux défis et découvertes à Amélie. Entre les cours de droit civil et constitutionnel, elle commença à développer une idée qui était née pendant sa remise de diplôme du lycée. Avec le soutien d'Olivier et inspirée par l'histoire de Madame Claire, elle décida de créer un projet spécial. « Papa », appela-t-elle un soir, entrant dans le bureau d'Olivier avec un dossier plein de documents. « Tu te souviens quand tu m'as parlé de l'ancien bâtiment du foyer étoile guidante ?» Olivier leva les yeux de son ordinateur portable, intéressé. « Bien sûr, il est abandonné depuis des années. Pourquoi ?»« Je l'ai trouvé, dit-elle, étalant des photographies sur le bureau, et j'ai découvert qu'il est à vendre. » Le bâtiment, une construction ancienne dans le centre de Paris, conservait encore des traces de son ancienne dignité, même couvert de graffitis et marqué par le temps. Olivier examina les photos avec une attention croissante, commençant à comprendre où sa fille voulait en venir. « Je veux le transformer en centre d'accueil », expliqua Amélie, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Pas seulement un foyer, mais un lieu qui continue le travail de Madame Claire. Un espace qui combine assistance juridique, soutien psychologique et surtout amour. » Olivier sourit, reconnaissant chez sa fille le même esprit déterminé qui l'avait conquis des années auparavant. « Et il y a plus, » continua-t-elle, sortant son fidèle ours en peluche de son sac. « Je veux créer un programme appelé « Gardien » de l'amour.
Chaque enfant qui arrivera recevra un ours spécial, comme le faisait Madame Claire. « Comment allons-nous financer cela ?» demanda-t-il, pensant déjà comme un homme d'affaires. « Eh bien, » Amélie sourit, « j'ai pensé utiliser mon héritage. » Olivier cligna des yeux, surpris. Des années. Auparavant, il avait créé un fonds substantiel pour chacun de ses enfants, accessible quand ils atteindraient 21 ans. « Tu es sûr ? C'est beaucoup d'argent, Mimi. Tu pourrais l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. »« Quel meilleur usage pourrais-je en faire, répondit-elle, que de continuer le cycle d'amour qui nous a amenés jusqu'ici. » Cette même semaine, Olivier accompagna Amélie pour visiter le bâtiment. Les jumeaux insistèrent à pourvenir, curieux de connaître ce lieu qui avait tant de signification dans l'histoire de la famille. Tandis qu'ils marchaient dans les couloirs vides, Lucas et Sophie main dans la main avec Olivier, Amélie expliquait ses plans. Ici sera la bibliothèque. Là, la salle de consultation juridique gratuite. Ce grand espace peut être un lieu pour des activités de groupe. Et où sera le mémorial ? Demanda Sophie, surprenant tout le monde. Le mémorial ? Répéta Amélie curieuse. Oui, répondit la petite avec une sagesse au-delà de son âge. Un endroit pour raconter l'histoire de Madame Claire, de maman et de l'ourson magique. Amélie étreignit sa sœur, émue par sa sensibilité. C'est une idée parfaite, Sophie. Nous allons créer un espace spécial pour garder ces souvenirs. Dans les mois qui suivirent, le projet commença à prendre forme. La rénovation du bâtiment avançait, transformant l'espace abandonné en quelque chose d'accueillant et plein de vie. Maître Martinez et Maître Olivier se proposèrent comme consultantes juridiques bénévoles, et plusieurs camarades de faculté d'Amélie s'intéressèrent à participer. Le mémorial, suggéré par Sophie, devint le cœur du projet. D'anciennes photos du foyer étoile guidante, des documents préservés par Madame Claire, l'histoire de la mère d'Amélie, tout fut soigneusement organisé et présenté. Et au centre de tout, dans une vitrine spéciale, reposait l'ours en peluche original, maintenant restauré avec le plus grand soin. « Il ne te manquera pas ?» demanda Olivier, voyant Amélie arranger l'ours dans l'exposition. « Il ne s'en va pas », répondit-elle avec un sourire serein. « Il commence simplement une nouvelle mission, inspirer d'autres personnes à croire au pouvoir de l'amour et de la protection. » L'ours, dans sa nouvelle demeure, semblait observer avec fierté l'héritage qu'il avait aidé à construire. Ses coutures usées et ses taches n'étaient plus des signes d'usure, mais des médailles d'honneur d'une vie dédiée à protéger et unir les cœurs. Le jour de l'inauguration du centre d'accueil Étoile Guidante se leva ensoleillé, comme si le ciel lui-même voulait célébrer. Le bâtiment, complètement restauré, resplendissait dans des tons doux de bleu et de jaune. Dans le jardin d'entrée, une enseigne dorée brillait. « Là où l'amour trouve son chemin pour rentrer à la maison », la phrase préférée de Madame Claire. Amélie, maintenant diplômée en droit et sur le point de commencer sa carrière d'avocate, supervisait les derniers préparatifs. Vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, elle marchait dans les couloirs vérifiant chaque détail. « Les oursons sont arrivés », annonça Sophie, maintenant âgée de 8 ans, courant dans le couloir avec Lucas. Les jumeaux portaient une boîte pleine de nouveaux ours en peluche, chacun arborant un petit ruban bleu, la marque déposée du programme Gardien de l'amour. Olivier observait tout avec le cœur débordant de fierté. Ses cheveux étaient complètement gris maintenant, mais ses yeux gardèrent toujours la même lueur joviale. Madame Moreau, à ses côtés, ne parvenait pas à contenir ses larmes d'émotion. « C'est exactement comme elle l'aurait rêvé », dit une voix familière. C'était Maître Olivier, qui était devenu l'une des plus grandes supporters du projet. Madame Claire serait tellement fière. Le mémorial, situé au cœur du centre, était devenu une œuvre d'art. Des panneaux rétro-éclairés racontaient l'histoire de l'ancien foyer Étoile Guidante, de Madame Claire, et des innombrables vies qu'elle avait touchées. Des photographies soigneusement restaurées montrèrent des moments précieux du passé, y compris cette première image de la mère d'Amélie avec son ours en peluche. Au centre de l'exposition, l'ours original reposait dans sa vitrine spéciale, comme un symbole silencieux d'espoir et de continuité. À ses côtés, une plaque racontait son histoire extraordinaire. Comment il avait été le premier gardien de l'amour, protégeant des générations d'enfants et unissant des destins apparemment déconnectés. Les invités commencèrent à arriver.
Outre les autorités et les représentants d'institutions de protection de l'enfance, il y avait des visages familiers. L'ancien procureur Maître Mercier, maintenant fervent défenseur de causes sociales, les avocats qui avaient participé au processus de garde, et même le père biologique des enfants qui, après des années de traitement, était devenu un soutien du projet. Mimi, appela doucement Olivier, trouvant sa fille en train de vérifier les derniers détails du mémorial. « C'est l'heure de ton discours. » Elle respira profondément, ajustant une mèche rebelle de ses cheveux. « Je suis nerveuse, papa. Et si je n'arrive pas à transmettre tout ce que cet endroit signifie ?» Olivier sourit, prenant ses mains entre les siennes, le même geste de réconfort qu'il avait fait tant de fois au fil des ans. « Parle simplement avec ton cœur, comme tu l'as toujours fait. » Dans le petit auditorium, bondé de personnes impatientes d'assister à ce moment historique, Amélie monta sur l'estrade. Les jumeaux étaient assis au premier rang, chacun tenant l'un des nouveaux oursons gardiens. Olivier, à côté d'eux, tenait discrètement un mouchoir. « Il y a de nombreuses années, » commença Amélie, sa voix claire et émue, « une femme extraordinaire. Nommée Claire a décidé que l'amour et la protection ne devaient pas être des privilèges, mais des droits fondamentaux pour chaque enfant. Elle a créé cet espace, le foyer Étoile Guidante, et avec lui un héritage de soins qui a transcendé les générations. » Elle fit une pause, ses yeux parcourant l'auditorium. « Ma propre mère fut l'une des enfants que Madame Claire a accueillis. L'ourson en peluche qu'elle a reçu ici est devenu plus tard mon protecteur, me guidant à travers des moments difficiles jusqu'au bras d'un père qui m'a choisi, qui a choisi mon frère et ma sœur, qui choisit tous les jours d'être notre famille. » Olivier ne pouvait plus contenir ses larmes, et il n'était pas le seul. Dans tout l'auditorium, les yeux brillaient d'émotions contenues. « Aujourd'hui, continua Amélie, nous n'inaugurons pas seulement un centre d'accueil. Nous renouvelons un engagement envers l'amour, la protection, l'espoir. Chaque enfant qui passera ses portes recevra non seulement une assistance juridique, un soutien psychologique et des soins de base. Il recevra aussi son propre gardien, un ourson qui, comme le mien, portera la promesse que des jours meilleurs viendront. » Sophie et Lucas montèrent sur l'estrade, portant un panier avec les nouveaux oursons. Amélie en prit un, le montrant au public. « Ce ne sont pas de simples jouets. Ce sont les symboles d'un héritage d'amour qui a commencé avec Madame Claire, est passé par ma mère, est arrivé jusqu'à moi, et maintenant continuera à travers chaque enfant qui trouvera ici son chemin pour rentrer à la maison. » Un an après l'inauguration, le centre d'accueil Étoile Guidante pulsait de vie et de sens. Les murs, autrefois vides, exhibaient maintenant des dessins colorés faits par les enfants qui y trouvaient leur refuge. Le jardin, soigneusement entretenu, était devenu un espace de jeu et de rire. Amélie, dans son bureau au centre, venait juste de recevoir une famille de plus quand Sophie entra en courant, ses yeux brillants d'excitation. « Mimi, tu dois rencontrer Caroline. » Caroline était une fillette de 10 ans qui était arrivée au centre ce matin-là. Comme tant d'autres enfants avant elle, elle portait dans ses yeux le poids d'expériences trop difficiles pour son âge. Quand Amélie entra dans la salle d'accueil, elle trouva la fillette assise tranquillement dans un coin, observant tout avec méfiance. Sophie, avec son énergie contagieuse, était déjà devenue son amie. « Bonjour Caroline », salua doucement Amélie, s'asseyant près d'elle. « Bienvenue à Étoile Guidante. » La fillette ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur le mémorial visible à travers la porte vitrée, particulièrement sur l'ours en peluche qui reposait dans sa vitrine spéciale. « Tu veux connaître notre histoire ?» demanda Amélie, remarquant son intérêt. Caroline acquiesça timidement. Sophie, qui connaissait l'histoire par cœur, s'assit à côté d'elle, impatiente de participer au récit. « Cet ourson, commença Amélie, a des pouvoirs très spéciaux. Il a protégé ma mère quand elle était petite, puis m'a protégée, et maintenant protège tous les enfants qui arrivent ici. » Pendant qu'elle racontait l'histoire, Amélie observait comment les yeux de Caroline commençaient à briller d'intérêt. La fillette, qui semblait initialement si fermée, s'ouvrait peu à peu. « Et sais-tu ce qui est encore plus spécial ?» continua Sophie, prenant l'un des nouveaux oursons gardiens. « Chaque enfant qui arrive ici reçoit son propre protecteur. » Caroline prit l'ourson offert avec un soin révérencieux, comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. « Je peux lui donner un nom ?»«
Bien sûr, sourit Amélie. Quel nom veux-tu lui donner? Espoir, répondit la fillette après un moment de réflexion. Parce que c'est ce qu'il me fait ressentir. Ce soir-là, après que tous les enfants se furent retirés et que le centre était silencieux, Amélie trouva Olivier dans le mémorial. Il avait l'habitude d'y passer en fin de journée, particulièrement après des réunions difficiles dans son entreprise. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, trouvant son père contemplant la photo de Madame Claire. « Pleine de chiffres, de tableaux, de décisions d'entreprise, » répondit-il en souriant. « Mais rien de tout cela n'a d'importance quand je viens ici et que je vois ce qui a vraiment de la valeur. » Amélie appuya sa tête sur l'épaule de son père, observant l'ours en peluche qui avait été son protecteur pendant tant d'années. Ses coutures usées et ses taches racontaient une histoire d'amour qui traversait les décennies. « Tu sais, dit-elle doucement, aujourd'hui Caroline m'a fait réaliser quelque chose. Ce ne sont pas les oursons qui ont du pouvoir, c'est l'amour qu'ils représentent. L'amour de Madame Claire, l'amour de maman, ton amour, c'est cela qui transforme les vies. » Olivier serra sa fille dans ses bras, ressentant une profonde gratitude pour tous les choix qu'il avait menés jusque-là. « Et maintenant ton amour aussi, Mimi. Tu continues cet héritage d'une façon que même Madame Claire n'aurait pu imaginer. » L'extérieur du centre, la ville de Paris continuait son rythme frénétique. Mais à l'intérieur de ses murs, des histoires d'amour et d'espoir continuaient à s'écrire, un enfant à la fois. L'ours original, dans sa vitrine, semblait sourire, sachant que sa mission se poursuivait à travers chaque nouveau gardien qui trouvait son chemin jusqu'au bras d'un enfant ayant besoin de protection et d'amour. Et ainsi, le cycle continuait, non plus seulement à travers un seul ours en peluche, mais à travers des centaines d'entre eux, chacun portant la promesse que l'amour trouve toujours son chemin pour rentrer à la maison.